Bonjour tout le monde et on continue avec notre série Sciences alimentaires. Toujours avec les produits d'origine animale, nous avons parlé des viandes, du lait et aujourd'hui on va parler des œufs. Donc l'œuf, comme vous le savez bien, est une source de protéines et c'est aussi des protéines nobles. Un œuf comptabilise 6 grammes de protéines et ça dépend du calibre de l'œuf, bien sûr. Les œufs sont calibrés sur la base du poids et ça va de 53 grammes à 73 grammes. Mais on retient ce chiffre de 6 grammes de protéines par œuf. Et les œufs contiennent aussi de la matière grasse, 5 grammes de matière grasse. Mais les protéines sont très caractéristiques de l'œuf. Ce sont des protéines nobles et ce sont des protéines riches en acides aminés soufrés, comme la cystéine et la méthionine. Et vous savez bien que l'élément soufre est très important pour la beauté, pour les cheveux, les ongles et la peau. Donc, le soufre existe dans les acides aminés, qui existent dans les protéines, bien sûr, mais il peut exister dans d'autres aliments, il peut exister sous une autre forme dans d'autres aliments. C'est un légume, bien sûr, et c'est un feuille verte dont nous allons parler plus tard. Donc, ces protéines de l'œuf sont des protéines nobles et une bonne quantité, vous savez, 6 grammes de protéines par œuf, c'est très important. Et la matière grasse qui existe dans l'œuf, c'est une matière grasse aussi caractéristique parce que vous savez bien que l'œuf contient de la choline sous forme de phosphatidylcholine. Ça, c'est de la biochimie. Phosphatidylcholine pour les biochimistes et lécithine pour les nutritionnistes. Donc, ça s'appelle la lécithine. La lécithine, c'est un émulsifiant que vous connaissez bien, qui existe donc dans tous les produits oléagineux, dans tous les produits qui contiennent de la matière grasse, mais dans l'œuf, c'est une bonne quantité de lécithine. Phosphatidylcholine, il y a de la choline dedans, et phosphatidylcholine, la lécithine est une molécule très importante pour les enfants parce que ça aide aussi à la croissance de l'enfant. Et lorsque nous étions petits, là, vous savez, nos mamans, elles nous donnaient des œufs, et des œufs naturels, bien sûr. À l'époque, c'était les années 50, 60 et 70, pas comme maintenant. Et c'est un aliment très important pour l'enfant, l'œuf. Et vous savez, la phosphatidylcholine, il y a de la choline dedans, et la choline, c'est le système nerveux. Donc, on est en train de parler sciences alimentaires, on vous donne un peu les caractéristiques des aliments, et après, on verra bien comment on va utiliser ces données dans la nutrithérapie pour bien équilibrer donc le régime et pour bien apporter certains éléments indispensables donc au corps, disons pour qu'il continue à vivre normalement. Et c'est ça la bonne démarche pour la bonne santé, bien sûr. Donc, vous avez de la matière grasse, vous avez de la phosphatidylcholine et il y a du gras aussi. Il y a du gras et il y a de la phosphatidylcholine parce que c'est des phospholipides. La lécithine est un phospholipide. Il y a des lipides, des phospholipides et il y a aussi du cholestérol. Et figurez-vous que l'œuf contient jusqu'à 186 mg de cholestérol, entre 170 et 190, mais on retient 186 milligrammes de cholestérol, c'est quand même une bonne quantité, vous voyez. Et c'est un produit d'origine animale. Vous savez bien que les produits d'origine animale sont caractérisés par ces deux, le gras saturé et le cholestérol. Le gras saturé et le cholestérol, d'ailleurs, qui n'existe pas dans le monde végétal. Le monde végétal, c'est du gras insaturé, c'est des huiles et il n'y a pas de cholestérol. Tout comme chez le poisson. Nous allons voir aussi que le poisson, c'est des huiles, c'est pas de la matière grasse, il n'y a pas de gras saturé dans le poisson et aussi, on va trouver bien sûr qu'il n'y a pas de cholestérol, mais il y a de l'oméga 3 et il y a de la vitamine D aussi dans le poisson. On verra bien. On est en train de caractériser les aliments, et on vous donne un peu la composition globale d'ailleurs et les caractéristiques. Donc l'aliment est caractérisé par le cholestérol et la matière grasse saturée, caractérisé par les protéines. Et on a aussi des minéraux, mais des minéraux qui sont très importants comme le phosphore et le soufre. Le phosphore et le soufre dans l'œuf, il y a d'autres minéraux bien sûr. Et les vitamines, il y a un peu de vitamine D, pas beaucoup. Il y a des gens qui disent que c'est une source de vitamine D, oui, mais pas beaucoup quand même. Il y a de la vitamine A dans le jaune d'œuf, c'est jaune, c'est les bêta-carotènes. Il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine B12, parce que c'est un produit d'origine animale. Tous les produits d'origine animale, il y a de la vitamine B12 dedans. Un peu de riboflavine, c'est bizarre, parce que la riboflavine, c'est surtout les produits laitiers. Mais on trouve un peu de riboflavine, la B12, dans les œufs. Et il y a de la biotine. Ah oui, il y a une bonne quantité de biotine dans les œufs.
Et cette composition, c'est aussi une composition noble, à part le gras saturé avec le cholestérol malheureusement, mais il y a quand même de la choline, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine B12, il y a de la vitamine A. C'est quand même une bonne composition donc chimique de cet aliment. Bon, le jaune d'œuf, vous savez bien que c'est jaune et tout se concentre dans le jaune d'œuf. Les bonnes protéines, les minéraux comme le soufre, qui aussi la phosphatidylcholine, donc le gras, le cholestérol, tout ça se trouve dans le jaune d'œuf. Et il y a des personnes qui ne mangent que le jaune d'œuf, ils ne mangent pas le blanc. Et vous savez bien, ça, il faut qu'il y ait quand même des antioxydants, parce qu'il y a la vitamine A, et la vitamine A, c'est quand il y a avec les antioxydants, il y a des vitamines, pas uniquement la vitamine A, il y a des vitamines qui sont comptées avec les antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine A, la vitamine D et la vitamine K aussi, hein, c'est sont classés aussi avec, et la vitamine E, les tocophérols sont aussi des antioxydants. Et des très bons antioxydants, la vitamine A, attention, les bêta-carotène, parce que normalement c'est une source végétale, parce que vous savez bien que la poule, elle mange aussi donc des herbes, et les herbes contiennent donc les bêta-carotènes, et les éleveurs donc de poules pondeuses, ils donnent de la vitamine A. D'ailleurs, pour conférer donc cette couleur jaune, en jaune d'œuf, parce que quand vous cassez un œuf et que vous trouvez que le jaune n'est pas jaune, vous voyez, c'est pas beau, hein, c'est quand même moche à voir. Et donc, les éleveurs, ils règlent bien la composition alimentaire, donc l'alimentation donc de la poule pour qu'il donne un œuf avec un jaune, hein, et pas un jaune un peu une jaune paille ou un peu vers le blanc ou au crème ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques donc, de l'œuf. Et vous savez bien qu'on parle de l'œuf naturel, bien sûr, pas les œufs de production, d'autant plus que maintenant, il n'y a que ça. Bon, on ne trouve pas rarement les œufs naturels, mais il y a des pays où encore les œufs naturels, comme le Maroc, par exemple, nous avons encore donc l'œuf dans la campagne, les provinces où là, on ne donne rien à la poule, on ne donne rien. Mais les gens qui ont 3 ou 4 ou 5 poules chez eux, ils ont quand même les œufs naturels. Mais les gens qui sont en train maintenant d'élever donc ce poulet beldi, ce poulet naturel, quand même ils vaccinent et ils donnent l'alimentation concentrée. Ils donnent l'aliment concentré quand même, hein, c'est pas des œufs naturels. Ça ressemble un peu donc aux œufs d'élevage, aux œufs de production. Et les œufs sont aussi calibrés sur cette qualité de production. Vous avez les œufs bio, et vous avez donc les œufs du plein air et les œufs du sol et les œufs du cage. Et sont gradués, sont comme ça, marqués 0, 1, 2, 3. Hein. Au supermarché, par exemple, en Europe et en Amérique, vous trouvez donc 6 chiffres. Quand vous voyez le chiffre 0, c'est des bio, c'est des œufs bio. 1, c'est les œufs donc du plein air, et le 2, c'est le sol, les œufs, les pots au sol, et 3, malheureusement, c'est la mauvaise qualité. 3, c'est les œufs de cage. C'est les œufs de cage. Bon, il y a maintenant la production des œufs de cage. Il y en a beaucoup, hein, plus que la moitié maintenant des œufs que vous trouvez dans le marché, surtout dans les pays européens et américains. Vous avez les œufs de cage. Nous, on a encore le 0, le 1 et le 2, un peu plus ou moins. Nos 0, c'est très difficile d'avoir des œufs bio. Hein, c'est très difficile. Sinon, on est en train de mentir aux consommateurs. Bien, donc vous avez le 0, 1, 2 et 3 hein, pour nos amis en Europe et en Amérique, parce que vous avez trouvé donc ces chiffres et il faut quand même comprendre ce que c'est. 0, c'est bio. 1, c'est le poulet au sol, enfin c'est le plein air, pardon, c'est le plein air. 2, c'est le sol. Et 3, c'est les cages, c'est les œufs de cage. Et c'est ça le problème, parce que cet œuf va dépendre de ce que la poule mange, de ce que la poule quand même, c'est l'alimentation, vous voyez. Et la viande, le lait et l'œuf donc dépendent donc de l'alimentation animale, dépendent largement de l'alimentation animale. Malheureusement donc cette poulette pondeuse, qu'il est élevé, il va commencer la pente, il va disons. C'est d'abord l'éclosion de l'œuf, ils vont l'élever, ils vont trier. Donc les mâles ils sont vendus et les femelles sont gardées. Ah, c'est la poule pondeuse, ah, c'est les poulettes. Et cette poulette-là, il va rester 13 mois, entre 11 et 13 mois, hein,
Et vous voyez, c'est une production quand même, cette poulette qui va donner un œuf par jour. Il faut d'abord qu'elle reste vivante, parce que, bon, attention, si le producteur a une mortalité de 10%, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a des poulettes qui vont crever, qui meurent. Donc, il faut maintenir cette poulette en vie pendant 13 mois. Il faut qu'il vous donne un œuf par jour, en moyenne, parce que normalement, les producteurs, ils estiment entre 70 et 80, c'est bon. Il y a rarement des producteurs qui arrivent à 90. Vous voyez, il y a un lot de 100 poulettes, va vous donner 70 œufs, c'est bon, hein, ça passe. Sinon, hein, c'est une perte. Donc, il faut que, normalement, l'idéal, c'est 100 poules vous donnent 100 œufs. Non, c'est pas toujours comme ça. Mais ça ne vous donne pas 100%, jamais 100%, ni même pas 90%, jamais, c'est pro. Mais les 70 et les 80, on en a. Il y a même des producteurs qui descendent à 65 et à 60. Là, ils ne vont pas gagner beaucoup de choses, là. Et là, cette poulette, c'est l'élevage qui va donner un œuf d'une qualité. Voyez. Et cette poulette qui est élevée dans des conditions, on donne le concentré, on donne des antibiotiques. Et les antibiotiques sont souvent incorporés dans l'alimentation. Il y a une liste en Europe, une liste de 8 antibiotiques qui sont autorisés. Bon, on ne peut rien parce que normalement l'éleveur, cette poulette, il faut qu'il reste en vie, il faut qu'il mange bien, il faut qu'il soit traité, il ne faut pas qu'il y ait des virus, des maladies, tout ça, hein, des Escherichia coli et tout ça. Il faut qu'il soit bien entretenu, il soit bien, il faut qu'il mange bien et tout ça pour qu'il donne de l'œuf parce que la production, c'est la production des œufs. Et là, le problème dans les œufs maintenant, c'est d'abord on donne des produits c'est des OGM, hein, des organismes génétiquement modifiés, c'est le maïs. Et en plus, on a ces problèmes d'antibiotiques. Certains éleveurs, je ne sais pas, bon, normalement, c'est pas autorisé par la loi, mais il peut y avoir de la tricherie. On utilise des hormones, enfin, qu'on appelle des facteurs de croissance. Normalement, les anabolisants sont interdits en Europe et en Amérique. Mais attention, ça dépend de la production qui sera destinée à l'exportation ou à la consommation interne. Ça dépend. En Amérique, il y a deux lois. Il y a la loi, la production pour les Américains et la production pour l'exportation. Pour l'exportation, les Américains, ils autorisent les anabolisants, les hormones. Oui. Pourquoi? Parce que le pays qui va acheter la viande, je ne sais pas quoi, là, il n'y a pas de loi qui interdit donc les viandes élevées par les facteurs de croissance. Mais de toute façon, maintenant, avec les associations de protection de consommateurs, on est en train quand même de serrer donc ces lois pour que les producteurs n'utilisent pas les anabolisants. Ben, ils n'utilisent pas. C'est interdit. En Europe, c'est interdit. L'Australie et tout ça, c'est interdit. Mais il y a de la tricherie. Dans nos pays, on ne dit rien, on se tait, on produit et personne n'en parle. Et c'est tout. Voilà. Hein. Mais normalement, nous, en tant qu'académiciens, on connaît bien les techniques de production, d'autant plus que j'ai une association de protection de consommateurs. Donc, j'ai le droit d'informer le consommateur. Pourquoi? Parce que la malformation, la désinformation, normalement, est un crime. La désinformation est un crime. Il faut que le consommateur sache s'il mange tous les aliments, pas uniquement les œufs. Et il faut qu'on déclare officiellement, et c'est le gouvernement qui doit le faire, on doit déclarer au consommateur hein, tel aliment est produit dans les conditions suivantes. C'est ça la démocratie pour moi, pour Dr Feit. Le gouvernement doit normalement publier. Maintenant, nous avons les mass médias, nous avons les social media, nous avons les moyens. Tous les gens, ils ont des téléphones quand même. Ils ont le Google, ils ont tout dans leur téléphone. Hein. Ils peuvent recevoir toutes les informations dans leur téléphone, pas comme avant. Et il faut publier officiellement, hein, et il faut quand même publier ça officiellement, il faut divulguer quand même l'information et dire aux consommateurs que le lait est produit dans ces conditions, l'œuf est produit dans ces conditions, la viande est produite dans ces conditions, les navets, les patates, la pomme de terre, les tomates, tout ça. Il faut déclarer aux consommateurs comment l'aliment est produit. C'est sans droit absolu. C'est sans droit absolu. Hein. C'est pas quelqu'un qui va lui faire un cadeau. Hein. Je vous publie l'information. Vous êtes obligé de publier l'information parce que je paye avec mon argent. Et c'est ça la démocratie. Aucun gouvernement n'en parle. Dans le monde, je ne parle pas des Marocains. Même les Européens, même les Américains.
Aucun gouvernement, même dans les campagnes électorales, là, on ne parle pas de ces choses. On ne parle pas des consommateurs. On parle politique, on parle le budget, on parle je ne sais pas quoi, le chômage et tout ça, mais on ne parle pas santé. Dans la campagne électorale, on ne parle jamais santé. Comment limiter les maladies? On est en train maintenant de se poser la question comment guérir les maladies, comment traiter les maladies. Mais ça, il y a l'amont et l'aval, hein, mais il faut prendre les maladies dès le début. Il faut pas qu'il y ait des maladies. C'est mieux que d'avoir des maladies et chercher le traitement. J'espère bien que vous allez comprendre. Vous voyez, bon, si vous voulez arrêter les maladies, ben, il faut arrêter les causes des maladies que vous donnez aux gens chaque jour sans leur dire. Mais la solution, c'est pas aller chercher des traitements ou inventer des médicaments ou des vaccins, ou construire des hôpitaux, former des médecins et tout ça. Ça, c'est une solution obligatoire, il le faut, c'est la société. Mais la bonne solution et la bonne gérance, hein, la gouvernance plutôt, c'est d'abord de limiter les maladies. Et limiter les maladies, on ne peut pas. Sinon, on va arrêter la production, on va arrêter le développement. Parce que les causes de maladies, ça existe dans tout. Ça existe dans l'air, ça existe dans l'environnement, ça existe dans le sol, dans les aliments, dans les eaux. Ça existe dans tout. Vous voyez, et c'est là, s'il y a quelqu'un, hein, c'est un gouvernement veut bien faire une bonne gouvernance, bien gérer les choses, c'est-à-dire ce problème de santé, c'est il faut qu'il pense donc comment limiter les maladies. Et c'est possible. Croyez-moi, c'est possible. On peut limiter les maladies. Si on ne peut pas aller jusqu'à 100%, mais on peut limiter les maladies par 60 et 70% facilement, rien qu'avec une politique et une stratégie d'éviter les causes des maladies. Et moi, j'y crois très fort et je sais bien, je suis spécialiste dans le domaine, de toute façon, et je sais bien le faire. Et donc, les œufs produits dans le monde, c'est un peu les mêmes techniques, hein, c'est les hangars que vous connaissez, hein, c'est les hangars, donc, de production des œufs, c'est surtout les œufs de cage. Rarement, vous trouvez donc le poulet au sol et poulet au plein air. Bon, ça existe, mais en très petite quantité, hein, c'est dérisoire comparé à la production, donc, des œufs de cage. Vous avez les calibres des œufs. Bon, les supermarchés en Europe, ils calibrent les œufs et ils mettent le prix selon le calibre. Par exemple, quand vous achetez un paquet de 6 œufs, on a un calibre d'abord et on a aussi le code 0, 1, 2 ou 3. C'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Le producteur ne peut pas quand même, disons, vendre son produit que s'il passe par ça. Il faut qu'ils disent est-ce que c'est 0, 1, 2 ou 3. Et puis, le calibre de l'œuf, le poids de l'œuf. Donc, il faut qu'il calibre chez lui. Hein. Quand vous achetez un paquet de 6 œufs, il faut qu'ils aient le même poids. Hein. Le même poids, hein, 70, 73, 72, bon, l'espace, c'est quand même pas exactement, pas à deux chiffres près, après la virgule. Et ça, normalement, les caractéristiques alimentaires, c'est ça, mais on parle d'un œuf naturel qui existe ou qui n'existe pas dans certains pays. Au Maroc, on a encore l'œuf naturel, mais il est en train maintenant d'être pollué par certaines associations qui prétendent produire l'œuf naturel, mais ce n'est pas naturel. Ils ne peuvent pas produire l'œuf naturel. Ils ne peuvent pas. L'œuf naturel, ça existe chez les domestiques, chez les gens qui ont 2, 3 ou 4 poules, hein, dans les montagnes, dans les campagnes, tout ça lointaines, ça qui ne donne rien aux poules. Ça, c'est l'œuf naturel, un peu plus ou moins, il est à 90% naturel. Mais sinon, les associations qui donnent le concentré, qui vaccinent, qui donnent, ah non, hein, c'est pas l'œuf naturel, mais ils sont en train de mentir aux gens, hein, que ce sont des œufs naturels, c'est pas des œufs naturels, c'est pas des œufs fermés, c'est pas des œufs belgiques, pas du tout. Donc, l'œuf, c'est un très bon aliment, malheureusement, mais la production de l'œuf, qui est là-bas. Vous voyez, hein, la composition, elle est bonne. Protéines, matières grasses, la phosphatidine, la lécithine, vous avez la vitamine D, la vitamine B12 et la biotine, vous avez la vitamine A, vous avez les antioxydants, la lutéine et la zexanthine, pardon, j'ai pas donné. Les antioxydants, il y a la lutéine et la zexanthine. Et la lutéine, zexanthine, c'est des antioxydants forts, c'est des anticancers, hein, c'est des anti-inflammatoires. Lutéine, zexanthine. Et vous savez, il n'y a pas d'antioxydants dans les viandes, ni dans le lait non plus. Très peu, le lait, on a la vitamine A, très peu, mais les antioxydants, c'est surtout les végétaux, hein. C'est surtout le monde végétal, les antioxydants. Mais l'œuf, vous voyez, l'œuf, il y a la lutéine et la zexanthine et les lutéines et les zexanthines existent dans les fruits, dans les légumes et dans beaucoup de produits d'origine végétale. Voilà. Donc, l'œuf, oui, mais dans quelles conditions cet œuf est produit et
Il faut voir, hein, il faut voir les antibiotiques, les hormones et tout ça, il faut voir aussi l'alimentation OGM qu'on donne maintenant à la poule pondeuse et les conditions dans lesquelles donc cette poule pondeuse va vivre, bien sûr, il va dépendre, il va quand même faire dépendre la qualité de l'œuf, de ces conditions dans lesquelles donc cette poulette vit pendant 12, 13 mois, 11, 12, 13 mois. Et c'est après, je n'ai pas parlé dans les viandes parce que quand même c'est moche à dire, hein, c'est mauvais à dire aux gens, c'est que cette poule-là, disons, après avoir fini son travail, après 13 mois, hein, plus d'œufs, rien, hein, stop. Là, cette poulette, il va être destinée à l'abattage et ça va être transformé en viande et normalement, c'est une viande qui n'est pas, qui ne doit pas être destinée à la consommation humaine. Hein, peut-être pour chez Aïcha, et le contrôle des aliments pour chez Aïcha est un contrôle très sévère, plus sévère que le contrôle des aliments pour l'homme. Les lois, attention, qui contrôlent l'alimentation pour chez Aïcha, c'est des lois draconiennes, très dures, et c'est plus dur que les lois qui contrôlent l'alimentation pour l'homme. Voilà. Je vous donne donc ce secret que vous ne connaissez pas peut-être, mais je ne pense pas que les fabricants d'alimentation animale vont accepter l'alimentation pour chez Aïcha, pas animale. Ils vont accepter donc la viande de cette poulette qui a fait 13 mois de ponte, donc des œufs, et après avoir cumulé beaucoup d'antibiotiques, beaucoup donc de saleté dans cette viande-là, ils vont quand même la donner au Aïcha. Non, je ne pense pas. Mais c'est des viandes surtout exportées. Donc les pays européens exportent cette viande qui s'appelle VCM, viande séparée mécaniquement. Viande séparée mécaniquement. VSM, c'est les viandes donc, dont on s'en sert pour fabriquer donc les saucissons cuits. Dans beaucoup de pays d'ailleurs, là on importe ça sous forme de blocs hein, congelés et là il est destiné à la fabrication des saucissons cuits dans certains pays. Il n'est pas accepté en Europe et en Amérique. Attention, c'est interdit. Et c'est ça le problème. Normalement, cette poulette, après avoir fini son travail, hein, 13 mois donc d'œuf, donc il a bien donné, hein, normalement, il doit être incinéré. Pour moi, en tant que spécialiste, il doit être incinéré. Il doit être incinéré. Ce n'est pas propre à la consommation. Ça, c'est mes lois, c'est mes normes. Hein. Vous savez bien qu'il y a maintenant l'ISO, l'ISO International Standard Organization, c'est une organisation suisse, mais il y a aussi des standards faillites. Hein. Mes standards pour l'huile d'olive, mes standards pour les produits d'origine animale, et là, c'est mes standards, c'est mon expertise. Normalement, c'est une viande qui ne doit pas être destinée à la consommation humaine. Point. Et là, il faut faire attention. Vous voyez, il faut faire attention parce que nous sommes une association de protection des consommateurs. On n'ose pas dire ces choses publiquement parce que sinon, ça va quand même faire de la pagaille. Mais quand même, il faut penser, hein, à ça hein, dans le futur. Parce qu'il y aurait quand même, hein, il y aurait des associations qui ne vont pas quand même, disons, accepter ça. Et attention, ils peuvent attaquer même les producteurs. Il y a des associations qui sont très fortes. Et c'est des associations internationales qui peuvent attaquer le producteur n'importe dans quel pays. Et là, quand on arrivera au blockchain, moi, je veux bien que ce blockchain soit activé le plus vite possible. Quand on arrivera au blockchain, il sera impossible à un industriel de tricher ou de faire quoi que ce soit. Ça va être des lois internationales, hein, ça va être des lois pour le monde entier. C'est pas une loi pour la Suisse, une loi pour la France, une loi pour le Maroc, une loi pour l'Arabie Saoudite, une loi pour le Cameroun. C'est des lois hein, qui seront les mêmes lois pour tout le monde dans blockchain. Et la production sera une production que ce soit faite en Norvège, au Brésil, en Égypte, au Maroc, il doit obéir aux mêmes normes blockchain. Sinon, il n'est pas accepté. Et c'est ça l'extraordinaire de blockchain. C'est que, à partir de votre téléphone, vous pouvez exactement connaître la production de n'importe quel aliment, comment et où il a été produit. L'aliment, comment et où il a été produit. À partir de votre téléphone. Et les gens, ils ne savent pas, quand on parle blockchain, ils regardent uniquement l'aspect monétaire et tout ça, comme ça, non. Mais attention, pour la qualité, pour le consommateur, donc le blockchain est positif pour le consommateur. En tant que spécialiste, en tant qu'expert, bon, c'est ce que je vous dis. Mais pour le reste, là, c'est l'affaire donc des experts en finance, des experts en finance, des experts en gestion quand même, financière, globale, mondiale, tout ça. Mais on va continuer quand même dans cette série-là. Je vais bientôt finir parce qu'il reste le poisson.
Il reste le poisson et puis on va parler aussi des produits de transformation parce que on est en train de parler uniquement matière première, mais il y a aussi une série qui va commencer, qui va s'appeler les produits de transformation, la technologie. Les produits de transformation des céréales, les produits de transformation des légumes, les produits de transformation des fruits, des viandes, du poisson, de l'œuf et tout ça. Ça a aussi une série, donc il faut que le consommateur connaisse, il faut qu'il sache ce qu'il mange exactement. Sinon, on aura toujours des problèmes de santé. Voilà. Merci pour votre attention. Au revoir.